Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale, aujourd'hui c'est les 1 an de la chaîne. Ça fait 1 an que j'ai créé la chaîne. Du coup on se retrouve dans une forteresse créée au XIe siècle. On va aller visiter tout ça ensemble. Je vous en dis pas plus, on va y aller ensemble. Aujourd'hui, je vous emmène à Montcornet, dans les Ardennes, pour visiter un château du XIe siècle. Le château, situé sur un éperon rocheux de 160 mètres de long, servait de refuge dès la préhistoire. Au XIe siècle, une première forteresse a été bâtie pour protéger la France contre l'Empire germanique. Du XIe au XVIe siècle, la motte féodale de Montcornet est devenue le château des Noyers, puis celui des Croix. Je vous emmène tout de suite visiter ces vestiges. J'ai oublié de vous parler aussi, j'ai quelques nouveautés pour la chaîne. J'ai investi dans pas mal de matériel dernièrement. Donc là, un stabilisateur, j'espère que le rendu sera sympa. Vous me direz si vous voyez une évolution. Je vais pouvoir utiliser le drone avec un nouveau téléphone qui va me permettre de voir ce que je filme aussi. J'espère que je vais pouvoir vous faire des prises de vue assez sympas aussi par rapport à ça. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser des commentaires. C'est ce qui fait vraiment évoluer la chaîne et ça vous coûte rien du tout. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook si vous le souhaitez. Je vous mets les liens dans la description. Bon allez, c'est parti. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage à tous. On entre dans la salle d'armes, qui arbore les blasons des propriétaires successifs. C'était le centre de la fortification. Ah, le vlog. Et là, en fait, c'est une meurtrière qui revient à l'intérieur, sur le passage principal. Mais c'est hyper stylé. Au-dessus, c'était une chapelle. On peut aller au-dessus. Ouais. Il y avait là, c'était une chapelle et au-dessus, ouais, on pouvait y aller. Ok. Oh, la vue que tu vois, c'est incroyable. Ah, t'as une magnifique vue, hein. Wow. Je vais prendre une photo. T'as une vue magnifique, C'est super. clairement. Et là, il y a la grande cour. Nous, on va essayer de voir faire voler le drone ici.
Le grand escalier, emprunté par François Ier en novembre 1546 lors d'une inspection des frontières. D'après le carnet du journal de Michelet en 1839, Montcornet tire son nom de l'éperon rocheux Montcornu sur lequel le château fut bâti. Au XIe et XIIe siècle, la famille des Montcornet édifie un premier château. Au XIIIe, il devient la propriété des Noyers, seigneurs de Bourguignon. Au XVe, il passe à la puissante famille des Croix, qui le conservera pendant près de 200 ans. Au cours de cette période, la forteresse est restaurée et devient le Colisée féodal, si cher à l'historien Michelet. Du XVIIe au XIXe siècle, il est successivement la propriété de Charles de Gonzague, le fondateur de Charleville, du duc de Mazarin et enfin du duc d'Aiguillon-Richelieu, qui le démantèle en 1766. Au XIXe siècle, par héritage, il revient au comte et marquis de Chabriant. En 1961, l'abbé Bernard Lucini acquiert le château et fait renaître Montcornet. Là, c'est le musée en fait. On arrive dans le musée de tout ce qu'ils ont trouvé en faisant les fouilles. Voilà. Des os. C'est à ça que ressemblait la forteresse à l'époque. Elle a bien changé, hein. Mais toujours sympa à visiter.
Alors là, on rentre dans une salle. C'est intéressant, apparemment, il y aura un moine ici de l'abbaye d'Élan, dont j'ai déjà fait une vidéo. Ici, il aurait été enfermé ici, apparemment. Alors, j'imagine bien que ce serait en dessous. Voilà, après, il n'y a pas plus d'infos. On n'est pas sûr à 100%, mais bon, ça ressemble bien à l'époque en tout cas. Waouh! C'est profond. Petite rectification. Donc apparemment, ce serait 2 moines de Élan qui auraient été enfermés ici. Et aujourd'hui, on peut balancer une pièce pour faire un vœu, pour avoir du bonheur. Bon, je l'ai fait, on verra si ça marche. La légende d'Odette et Salvien. Au début du 19e siècle, un voyageur avait eu l'audace curiosité de visiter le château Croulant. Il avait parcouru les salles désertes, s'était aventuré sur les dalles d'un escalier, puis dans un long corridor, qu'il trouva fermé par une porte massive. Le voyageur s'avisa de forcer la porte, dont le verrou rouillé, qui s'était soudé à la pierre, céda sous ses efforts. Il pénétra ainsi dans une salle ronde qu'éclairait une seule fenêtre basse défendue par des barreaux. Aussitôt, il aperçut le long du mur un squelette effondré dont la tête et le bras droit reposaient sur l'appui de la fenêtre. Tout à côté, sur la pierre, un graffiti « Adieu Odette, 5 mai 1795, Salvien ». Salvien habitait avec sa famille une maison voisine de celle des parents d'Odette. Tout jeune encore, Salvien et Odette s'étaient épris d'une amitié qui devint amour passionné. Personne ne s'attendit à voir célébrer leur mariage. Cependant, Salvien n'avait ni la rudesse ni la force d'un cultivateur. Il employait beaucoup de temps à la lecture et s'intéressait à la campagne sauvage dont il aimait étudier et cueillir les fleurs. Il ne devait pas manquer d'explorer le château solitaire, où il découvrit des salles fabuleuses. Il partageait avec Odette toutes ses pensées, lui enseignant les noms des plantes et lui décrivant les merveilleux détours du château. Il arriva simplement qu'avant qu'on eût décidé d'unir les deux amoureux, le fils d'un fermier du nom de Thérault demanda la jeune fille en mariage. Le nouveau prétendant, solide et travailleur, pouvait offrir à Odette un avenir heureux, tandis que Salvien apparaissait fragile et peu fait pour assurer la subsistance d'un ménage. Si Odette restait fidèle à son amour, elle n'en fut pas moins obligée par ses parents de consentir à un mariage qui lui promettait une fortune inespérée. Les deux amants séparés par ce que nous appelons la nécessité de la vie n'en restèrent pas moins voués à un attachement que rien ne pouvait rompre. Ils ne cessèrent pas de se voir en secret. Pour que personne ne les surprît, Salvien entrait dans le château et se postait à la fenêtre basse de la salle ronde. Odette venait lui parler au dehors, à travers les barreaux. Ils étaient assurés en leur impossible amour d'une solitude et d'une confiance absolue. Cependant, Pierre Thérault, le fiancé officiel qui n'obtenait jamais de la jeune fille le moindre aimable accueil, redouta une tromperie. Animé par une cruelle jalousie, il osa suivre un jour Salvien jusque dans le château. Il parvint ainsi sur le seuil de la salle ronde et y assista à l'entrevue de Salvien et d'Odette, qui à son habitude était venu se présenter de l'autre côté des barreaux de la fenêtre. Pierre Thérault pensa étrangler Salvien, mais s'étant ravisé, il se contenta de refermer derrière lui la porte massive en poussant l'énorme verrou qu'aucun homme n'aurait pu forcer, et, bien sûr, jamais le rêveur et fragile Salvien. On ne revit plus Salvien. Odette, plus que jamais surveillée, n'eut pas la possibilité de se rendre au château. On crut que l'ancien fiancé s'était éloigné, dès lors qu'il devait renoncer à tout espoir, et le mariage de Pierre Thérault et d'Odette fut bientôt célébré. La cérémonie était à peine terminée que Thérault eut la cruauté d'emmener la jeune mariée au château, afin qu'elle sût que son ancien amour n'avait plus aucune raison d'être. Ce fut ainsi qu'Odette put revoir le jeune Salvien mort et défiguré, qui s'accoudait encore à la fenêtre. Et ce fut ainsi qu'elle éprouva un désespoir tel qu'on dut aussitôt l'aliter et qu'on la vit mourir.
Mais l'histoire n'était pas finie. Pierre Thérault, l'insensible paysan, n'oubliait pas le malheur qui l'avait frappé lui-même et dont il était la cause. Au cours des jours, il ne put se garder d'aller rôder aux alentours du château. Et un beau soir, après bien des mois, il s'avança jusqu'à la fenêtre basse, il aperçut la silhouette de Salvien mort, toujours accoudé sur l'appui. Et soudain, il eut l'éclair d'un orage. Ou fût-ce une illusion étrange, il aperçut dans le visage décharné des yeux de feu qui le fixaient. Le lendemain, le corps de Pierre Thérault fut retrouvé sans vie le long d'un talus. C'est ici que la vidéo s'achève. En espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant. C'était Arestos, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres lieux.